et c'est François Patou donc, qui va nous parler de nouvel aspect de cette chirurgie qui est la chirurgie métabolique. Donc on passe de la chirurgie bariatrique, la chirurgie d'obésité, à la chirurgie métabolique. François Patou de Lille. Très bien. Donc, chers collègues, bonjour à tous, bonsoir. Donc, c'est la dernière présentation. J'espère qu'on va être dans les temps. On va finir. Donc, voilà. Donc, je voulais juste vous parler pas du futur, parce qu'on est déjà presque dans le présent, mais de cette nouvelle dynamique qui est en train d'emporter la chirurgie bariatrique vers une nouvelle chirurgie qu'on appelle la chirurgie métabolique. Donc, ça rappellera à certains qui se souviennent de Le Riche, quand on évoquait récemment la mémoire ici, une dynamique nouvelle pour la chirurgie qui n'est pas d'enlever des tumeurs, qui n'est pas de réparer des fractures, mais qui est de moduler le métabolisme. Ici, c'est la maladie du siècle, hein, donc c'est pas un patient obèse sévère, c'est un patient qui est à la fois en surpoids, mais dont le surpoids et l'insulino-résistance ambiante agit et entraîne des difficultés dans tous les organes, et notamment, bien sûr, on connaît les aspects cardiovasculaires, on connaît de plus en plus le foie, les artères, tous les organes sont touchés et aboutissent à la surmortalité. Ce syndrome métabolique est, dit-on, responsable de 30% de la surmortalité évitable. Le tabac restant bien sûr évidemment la principale cause qu'il faut continuer d'éradiquer, mais derrière le tabac, le syndrome métabolique, c'est la cause de mortalité évitable à laquelle on peut s'attaquer dans le siècle à venir. Donc, voilà typiquement l'histoire de ce chirurgien, c'est par hasard un chirurgien qui était venu nous voir il y a quelques années, à une époque où c'était un petit peu audacieux. Et donc voilà une histoire assez typique. Il a 42 ans, son BMI ne l'inscrit pas dans les recommandations de la HAS, il ne pèse que 100 kg, soit à peine plus que moi, et un BMI à 33, mais une histoire familiale lourde. Son père, également médecin, est décédé après une greffe de rein, après 20 ans de diabète et une dialyse. Donc voilà quelqu'un qui connaît bien ce que c'est que le diabète, qui a emporté son père sur 20 ou 30 ans et qui a vécu ça dans sa famille, dans ses gènes. On sait que c'est une maladie qui est très génétique. Il a beau être chirurgien, il fait un petit peu attention, il se soigne. Et donc il est diabétique objectivement depuis maintenant 5 ans. Son hémoglobine glyquée, il fait mal, est très déséquilibré, 10% c'est pas bien. Il a déjà quand même toute une série de médicaments, 4 médicaments associés tous les jours. Et la question qui lui est posée, c'est maintenant il faut passer à l'insulinothérapie ou la chirurgie, c'était il y a 7 ans. Et donc il était venu me voir à cette époque. Donc effectivement, il a été aujourd'hui bien démontré, parce qu'il y a des études qui sont sérieuses. Alors elles ne sont pas randomisées, et elles ne le seront jamais, parce que suivre 20 ans des milliers de patients avec un groupe non opéré, c'est quasiment mission impossible, ça n'arrivera jamais. Donc on doit se contenter, mais c'est déjà bien, de cette étude suédoise que vous avez souvent entendu citer, et qui est une étude donc non randomisée, mais prospective, où chacun des opérés s'est vu associer un jumeau traité médicalement dans le même pays qu'est la Suède, qui est un pays sérieux médicalement, et qui a été suivi en parallèle durant les décennies suivantes. Et donc, comme vous le savez, ce papier, il y a eu au moins 10 papiers dans les plus grandes revues médicales depuis 5 ans, New England, JAMA. Ici, c'est un papier intéressant et je vais essayer de vous y emmener. Il va falloir regarder les deux schémas. Le premier, c'est la courbe de mortalité par événement cardiovasculaire. Donc on est sur de l'événement clinique, on n'est pas dans l'hémoglobine glyquée ou le poids ou la qualité de vie. C'est l'événement, c'est mortalité par infarctus ou événement cardiovasculaire. Donc bien sûr, la fréquence reste faible, mais vous voyez que, et ça c'est répété maintenant dans toutes les études de ce type, qu'elles soient épidémiologiques ou prospectives, la mortalité du groupe en pointillé non opéré, il faut attendre 18 ans pour voir cette différence devenir significative, et diminuer par 2 dans le groupe opéré. Donc en gros, la chirurgie chez ces patients diminue le risque, le sur-risque de mortalité spécifique par 2. Donc 50% des décès précoces évités. Ça, c'est un premier résultat brut sur l'ensemble de la série. Mais à droite, maintenant, vous avez ce même résultat, mais qui a été distingué en fonction, non pas du BMI initial, et je vous rappelle que c'est le BMI qui qualifie l'indication aujourd'hui dans le monde entier, depuis 20 ans, depuis que le NIH a décidé, dans ses recommandations, de qualifier le BMI à 40 comme le cut-off pour la chirurgie, c'est le BMI qui décide. On est diabétique ou pas, ça change un peu l'indication, mais finalement, c'est l'obésité sévère qui drive les patients, mais aussi l'indication et les recommandations dans tous les pays occidentaux. Vous n'avez pas ici la courbe où les patients étaient séparés par BMI initial, mais si on l'avait vu, vous auriez vu que finalement, la différence entre les blancs et les noirs, les non opérés et les noirs, restait pratiquement la même, n'était pas plus forte pour les très forts BMI initiaux. En revanche, sur la courbe de droite, vous avez séparé les patients ici par insulino-résistance initiale. Donc plus ils sont à droite, plus leur insulino-résistance, a fortiori s'ils sont diabétiques,
mais ici le critère c'est l'insuline à jeun, donc c'est l'homo metabolicus de tout à l'heure, c'est cette obésité androïde, avec une obésité surtout viscérale, donc le phénotype typique de l'insulino-résistant, pas forcément les plus obèses. Et vous voyez que finalement, ceux dont les points se séparent, où le blanc meurt plus que le noir étant l'opéré, ne sont pas les gens qui sont peu insulino-résistants, même s'ils sont très obèses, mais sont ceux qui sont insulino-résistants au départ. Le message de cette diapositive, c'est que ceux qui bénéficient le plus de la chirurgie ne sont pas les plus lourds, mais les plus insulino-résistants, donc a fortiori les diabétiques. Donc on voit ici que l'intérêt qui prévaut pour toute la cohorte et qui fait dire qu'à tous les obèses qu'il faut, entre guillemets, si on est obèse sévère, en tout cas qu'il est recommandé d'être opéré pour diminuer son risque de mortalité, c'est surtout vrai pour les insulino-résistants. Et effectivement, ces études qui se sont accumulées depuis 4 ans confirment bien, si on prend le diabète par exemple, donc le diabète de type 2, donc maladie quand même importante, 5% des Français, et ça c'est une étude randomisée, mais il y en a maintenant, vous voyez 5, vous voyez le journaux dans lesquels ça a été publié régulièrement, avec toutes les opérations. On pourra discuter un petit peu à la fin, si vous le souhaitez, des différentes interventions et de mon avis sur ce sujet. Mais en gros, toutes les interventions ont eu des études de ce type-là, montrant que quand on était diabétique de type 2, qu'on était opéré ou tiré au sol dans un groupe contrôle, on avait 1, 2 ans ou 3 ans après l'intervention, de bien plus grandes chances d'être, entre guillemets, en rémission, mot qu'il a fallu inventer, parce que ça n'existait pas auparavant, un diabétique de type 2, qui une fois traité, voyait sa maladie disparaître au point de pouvoir arrêter le traitement. Ça n'existe pas en médecine. En chirurgie, il a fallu inventer ce mot rémission, avec des patients qui perdent en moyenne 2 points d'hémoglobine glyquée, avec les efforts des médecins qui les accompagnent, et parfois peuvent arrêter le traitement. On verra que c'est même assez fréquent. Donc voilà différentes études. La dernière publiée il y a quelques mois, il y a moins d'1 an, c'est 3 ans après l'intervention. Alors, ceci dit, bien sûr, il y a toujours nuance derrière les résultats initiaux, qui sont souvent spectaculaires. Voilà par exemple l'hétérogénéité des résultats figurés et illustrés ici. Dans le service, vous voyez, on a opéré 440 patients obèses et diabétiques depuis 2 décennies, depuis que M. Proy m'a légué cette activité. Et vous voyez, donc c'est quand même presque 500 patients diabétiques obèses qui ont été opérés. À gauche, j'ai fait figurer ces résultats, qui sont tous colligés régulièrement, sur une courbe classique des articles, avec la moyenne et l'intervalle de conscience de 95% des patients. Et puis à droite, vous avez les vrais chiffres, chaque point individuel étant un patient, avec une autre figuration des résultats. Et vous voyez quand même que derrière cette courbe fantastique gauche, la réalité individuelle de chacun des patients reste quand même très hétérogène. De nombreux patients restent après l'intervention toujours largement au-dessus de la ligne rouge qui signifie le diabète, et certains d'entre eux sont encore très diabétiques. Alors bon, bien sûr, globalement, ils s'améliorent beaucoup, la courbe de gauche reste vraie, mais je voulais ici insister sur le caractère hétérogène des résultats. Il n'y a pas une opération miracle chez tous les patients. Le deuxième point important pour cette chirurgie métabolique, c'est l'influence de l'intervention. On a vu qu'aujourd'hui, et la diapositive précédente vous l'a montré, toutes les interventions améliorent le diabète parce qu'elles font maigrir et parce qu'elles empêchent, par un biais ou un autre, ou elles diminuent la satiété, ou elles empêchent physiquement de manger, donc elles diminuent l'apport calorique. Donc elles améliorent toutes le diabète. Néanmoins, elles ne sont pas toutes égales. Ici, vous avez figuré, c'est assez intéressant, ce n'est pas encore publié, mais c'est sur la route. Et donc, du coup, voilà, ici, dans le service, une centaine de gastric bypass, un peu moins, parce que la sleeve est utilisée un peu moins chez les diabétiques dans notre service, chez 30 patients, qui ont été suivis avec des glycémies mesurées toutes les 3 heures dans les 3 jours qui ont suivi leur intervention. Le premier message de cet article, il est intéressant, c'est que ce miracle de la guérison immédiate du diabète post-opératoire, qui a fait écrire des articles il y a 20 ans dans Annals of Surgery par Poriz de Greenville. Et c'est vrai que ça a été un résultat longtemps inexpliqué. En fait, on voit bien sur cette courbe que c'est exactement la même chose dans les points rouges et les points blancs. Vous voyez qu'en 48 heures, la glycémie de ces patients, qui est au-delà de 2 grammes la veille de l'intervention, s'effondre rapidement. Mais intrigués par ce résultat, nos collègues médecins ont été astucieux depuis quelques années, et on a vu apparaître au moins 3 articles bien faits, où des patients diabétiques de type 2, avant l'intervention, étaient soumis au même régime que celui que nous imposons à nos patients après l'intervention. C'est-à-dire, évidemment, le premier jour, rien. Le J1, un peu d'eau, vaguement un peu plus. Et le J2, ça reste quand même un repas modeste. Donc en gros, un jeûne de 48-72 heures extrêmement stringent. Quelque chose que personne ne supporte dans la vie courante. Eh bien, si on fait ça à un diabétique de type 2, on obtient les mêmes résultats sans opérer les patients. Donc la première phase de la guérison magique du diabète de type 2, c'est d'abord simplement l'effet du jeûne. Et vous voyez que les 2 opérations, qu'elles soient restrictives ou gastric bypass, c'est celui-là. Mais ensuite, bien sûr, si vous aviez une courbe bleue ici de patients non opérés,
très très vite, dès qu'ils vont remanger, leur glycémie va s'envoler et à nouveau retrouver les chiffres des diabétiques auparavant. Donc on a ici un effet chirurgical qui est majeur, et je n'ai pas insisté tout à l'heure sur les essais randomisés qui sont indiscutables. Néanmoins, maintenant si on rentre entre les opérations chirurgicales, vous voyez quand les patients commencent à remanger, les petits losanges sont les repas. Leur couleur de densité croissante indique le repas qui devient de plus en plus consistant. Vous voyez que le gastric bypass et la sleeve se séparent dès que les patients mangent. Dans le gastrique, même si leur glycémie à jeun est très améliorée par le jeûne initial et par l'effet de la restriction calorique, dans le gastric bypass, il y a une décapitation de la glycémie, de l'excursion de la glycémie postprandiale, très propre à cette intervention, qui n'est pas tout à fait élucidée. J'espère que les articles en cours auxquels nous contribuons vont permettre d'expliquer cette chose-là, mais enfin c'est encore non tout à fait expliqué. En revanche, avec la sleeve gastrectomie, on n'a pas cette décapitation. Et ce qui explique, et aujourd'hui c'est indiscutable, les résultats nettement distincts de la sleeve gastrectomie après 2 ou 3 ans, car les choses reviennent, et la seule étude randomisée qui existe aujourd'hui à 3 ans montre bien que la sleeve a des résultats inférieurs pour le diabète à celui du bypass 3 ans après, je ne parle pas de 10 ans ou du plus long terme. Donc influence de l'intervention sur l'équilibre glycémique postprandial, évidemment. Ensuite, un autre élément intéressant, c'est l'influence du patient. Et là, on reste vraiment, là on entre dans la science plus moderne, avec ce qu'on pourra appeler la personnalisation des indications de la chirurgie. On en est encore au balbutiement, mais je voulais vous montrer ici un résultat qui illustre les potentiels de cette nouvelle approche. Nous avons ici pris 100 patients du service qui ont été opérés de diabétiques de type 2 et qui ont été opérés d'un gastric bypass. Et nous avons étudié dans une approche gène candidat, donc c'est l'approche simpliste de la génétique, avec le gène le plus connu, ou le variant génétique le plus connu comme associé au risque de diabète de type 2 dans la population générale, qui s'appelle TCF7L2, dont la fonction n'est pas très connue. C'est simplement un gène, un marqueur du risque diabétique. Et on a regardé parmi ces, comme c'est un gène très fréquent, la moitié des patients ont l'allèle à risque, l'autre non, c'est l'allèle T. Ce qui est intéressant, c'est que si on prend ces 100 patients consécutifs, suivis de la même façon dans le même service, et que vous avez le génotypage de ces patients, les deux groupes en termes de perte de poids ont exactement 2 courbes à droite, exactement similaires pendant 12 mois. Leur perte de poids est la même. En revanche, à gauche, vous avez la diminution de leur glycémie au cours de l'année. Et vous voyez qu'en fonction du génotype des patients, l'effet gastric bypass chez les patients qui ont un allèle à risque est moins évident. Ils ont une résistance innée biologique à l'effet du bypass qui est ici nettement figurée, indépendamment de la perte de poids. S'ils perdaient plus de poids aussi, l'explication serait simple. Mais ils ont exactement la même perte de poids et pourtant une efficacité sur le glycémie qui est différente. Donc ici, un premier pas vers demain, ce que nous espérons tous, la caractérisation optimale des patients, par exemple une caractérisation génétique mais sur l'ensemble du génome, comme c'est des choses qui avancent extrêmement vite, elles seront bientôt disponibles, pour pouvoir proposer les interventions aux différents patients d'une façon plus rationnelle qu'aujourd'hui, où il faut bien le dire, vous l'avez compris dans nos débats, ça reste quand même assez primitif. Rémission, mais aussi récidive. Vous voyez ici des patients qui ont été suivis pendant 5 ans. À 1 an, les bleus sont diabétiques, les blancs ne sont plus diabétiques, mais ils redeviennent diabétiques 5 ans plus tard pour certains d'entre eux. Vous voyez que globalement, les résultats sont bien meilleurs. Vous avez ici l'hémoglobine glyquée, le BMI. Vous voyez qu'un certain nombre de patients, environ 10% des patients qui étaient en rémission à 1 an vont redevenir, entre guillemets, au-dessus de la ligne du diabète chaque année ensuite, même si, globalement, leur hémoglobine glyquée reste bien meilleure. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois encore, les points bleus et blancs, vous voyez, on parle du BMI, sont de façon hétérogène répartis. Ce qui veut dire que ce n'est pas la reprise de poids qui définit la récidive du diabète, c'est d'autres mécanismes qui sont en cours d'élucidation. Donc moi, le message pour le diabète, avant de parler brièvement ensuite du foie, c'est que voilà le patient dont je vous ai parlé tout à l'heure, 5 ans plus tard, son hémoglobine glyquée est à 5,8%. Mais ce qui est intéressant ici, c'est ce qui est en bas à droite, c'est qu'il est toujours sous metformine. C'est-à-dire qu'il est toujours avec un petit traitement de nos collègues diabétologues et qu'il est loin d'avoir récidivé, probablement parce qu'il est toujours traité. L'idée, c'est qu'ici, on n'est pas en train de guérir le diabète, on est en train de le traiter mieux et qu'il est impératif, comme les greffeurs ont des collègues qui font l'immunosuppression, que les chirurgiens pédiatriques aient des collègues médecins qui continuent de suivre les patients et de limiter la reprise de poids et ici la reprise du diabète. Donc juste un mot pour le foie, donc une autre approche. Ça, c'est une maladie que vous connaissez de plus en plus, la stéatose hépatique, qui devient stéatohépatite et qui devient cirrhose, et qui fait le lit du cancer, du carcinome hépatocellulaire, voire du décès de ces patients. C'est une maladie orpheline. Cette diapositive est assez étonnante. Je vous explique en 2 mots de quoi il s'agit. Nous étudions depuis longtemps maintenant à Lille des biopsies itératives chez les patients opérés. Voilà des patients qui sont donc
pour certains d'entre eux, un petit nombre, atteints de stéatose ou de stéatohépatite sévère, avec des scores histologiques élevés, voire des fibroses F3 ou F4. Vous avez ici une patiente de 62 ans, avant l'intervention, à 1 an et à 5 ans. C'est vrai que c'est une diapositive rarement vue, puisque vous voyez que la fibrose chez cette patiente a totalement disparu 5 ans après l'intervention. Et vous savez qu'aujourd'hui, cette pathologie à gauche fait le lit d'indications croissantes de greffe hépatique. C'est une des indications principales aujourd'hui aux États-Unis. Donc ici, une nouvelle approche thérapeutique par la chirurgie pour une maladie qui est orpheline, qui n'a aucun traitement médicamenteux. À Lille, on a la chance d'avoir une grande collaboration avec les hépatologues. Nous avons identifié sur les plus de 1500 patients suivis dans cette cohorte, plus de 100 patients atteints de NASH objective au moment de l'opération. Et ce papier, qui est quasiment sorti dans une grosse revue de gastro-entérologie, montre qu'un an après l'intervention, dans 8 cas sur 10, la NASH a histologiquement disparu. Et puis pour terminer, l'ultime et un peu futuriste message pour le métabolisme, il s'agit de la prévention primaire, c'est-à-dire l'effet sur la génération suivante du traitement de l'obésité et du diabète chez les mamans gestantes, à droite des souris, mais à gauche des patientes canadiennes, chez lesquelles on a pu étudier le devenir d'adolescents qui étaient nés 15 ans auparavant, avant la chirurgie de leur mère ou après la chirurgie de leur mère. Donc le même fond génétique dans les fratries, les enfants nés avant la chirurgie et ceux qui étaient nés après. Et vous voyez que ces patients, à l'âge adulte, voient moins de diabète, moins d'obésité, comme si l'empreinte qui avait été délivrée pendant la grossesse ayant diminué, leur devenir, leur destin métabolique était meilleur dans les suites. Donc ça, c'est un peu important. Ça veut dire qu'opérer les jeunes femmes avant qu'elles aient les enfants est probablement important, non seulement pour elles, mais aussi pour la génération suivante. Et on parle là de prévention primaire de la génération des enfants qui suivent. Et donc je pense réellement qu'on est d'aujourd'hui déjà dans cette métabolique chirurgie du futur. On est déjà dedans. Il s'agit bien sûr d'être prudent, d'en étendre les indications en collaboration avec les médecins. Et surtout, je pense que le message essentiel, c'est d'arrêter de considérer la chirurgie comme une panacée, qu'elle n'est pas, mais comme un excellent traitement dans un algorithme thérapeutique qu'il faut mieux définir, mais clairement comme un excellent traitement, et les démonstrations sont aujourd'hui nombreuses, d'où l'importance, ça a été cité, de ces équipes pluridisciplinaires qui associent l'ensemble des disciplines nécessaires. Je vous remercie pour votre attention. Merci François Patou. J'appelle maintenant Hubert Joannet pour les commentaires. Le temps qu'il arrive au micro, je vous prie de bien vouloir excuser le départ un peu rapide de notre président de séance, notre ami Jean Guggenheim, qui doit repartir pour prendre son avion dans les délais. Donc je vais essayer d'assurer la fin de la modération de la séance. Hubert, c'est à toi. Alors, je remercie l'Académie pour son invitation. Messieurs les présidents, mes chers collègues, François Patou, comme d'habitude, nous a fait avec beaucoup de talent l'apologie du bypass. Et en fait, le premier commentaire, c'est qu'il a raison. Il a raison parce que le bypass, ça reste aujourd'hui l'intervention de référence. Les anneaux sont relativement récents, concernent une population relativement réduite. Et le bypass qui est ancien, on peut expliquer aux patients en consultation, une patiente que vous opérez à l'âge de 40 ans, on sait ce que donne le bypass à 65 ans. Ce qui n'est pas le cas pour l'anneau ou pour la sleeve. Et je parle naturellement du bypass sur une ensemble Y, je ne parle pas du mini-bypass qui est une opération qui n'est pas validée à l'heure actuelle. Donc c'est une opération de référence et c'est important dans la pratique quotidienne. La deuxième chose, c'est que le bypass, et d'ailleurs ça a été également souligné pour les autres interventions, mais particulièrement le bypass, ça nécessite une prise en charge multidisciplinaire et à long terme. Alors, multidisciplinaire et à long terme, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ça ne serait pas un peu comme le cancer? Alors, aujourd'hui, les exigences pour la prise en charge de cette chirurgie sont les mêmes exigences que pour le cancer, sauf que les pouvoirs publics, aujourd'hui, n'ont pas pris en compte ce suivi à long terme. Suivre 400 patients qu'on opère chaque année, c'est un travail de Romain. Ça nécessite toute une équipe et des relances et des choses comme ça. Et donc, je crois qu'il est important que l'Académie se positionne de ce point de vue pour que ces patients puissent être, par nous-mêmes, encore mieux pris en charge. Le troisième commentaire que je voudrais faire, c'est que, en chirurgie, et particulièrement en chirurgie bariatrique, on ne sait pas bien toujours ce qu'on fait. Dans le bypass gastrique, il y a, c'est ce qui fait son charme, une composante de malabsorption. Alors on nous dit,
ah ben on va faire une once en Y de 1 mètre ou 1,50 m. Quand vous allez chez l'ONROD pour apprendre cette chirurgie, on vous dit bah, c'est 1 mètre ou 1,50 m. Bon, et qu'est-ce qu'on voit en pratique? Personnellement, moi je fais toujours 1,50 m pour donner le plus de chance aux patients. Mais on voit que d'une part, il y a les patients qui perdent moins que d'autres. On voit qu'il y a des patients qui ont beaucoup besoin de vitamines et d'autres pas du tout. Alors on me dira, bah oui, mais la malabsorption, en fait, ça se calcule par rapport à la longueur du grêle, totale du grêle. Mais qui mesure la totalité du grêle en péropératoire? Et c'est une question que j'ai envie de poser à François Patou. J'imagine que nous n'avons pas tous les mêmes entérocytes et qu'il y a probablement des patients qui ont des entérocytes qui absorbent beaucoup mieux que d'autres. Et donc la longueur de dérivation doit avoir un effet thérapeutique différent. Enfin, le dernier commentaire que je voudrais faire, c'est sur les complications. Non pas les complications post-opératoires immédiates, même si l'occlusion peut être gravissime, c'est plutôt les complications à long terme. On opère quelqu'un d'un bypass, il a en général un bon résultat, il refait sa vie, il déménage, et tout d'un coup, il va faire une douleur abdominale qui va être suffisamment intense pour le faire consulter à l'hôpital du coin, comme on dit vulgairement, parce qu'il a déménagé et qu'il est loin de l'équipe qu'il a opérée. Or, l'expérience nous montre que lorsqu'un patient consulte en urgence pour une occlusion dans un centre qui n'a pas l'habitude de la chirurgie bariatrique, les conséquences peuvent en être très différentes par rapport au fait qu'il consulte dans un centre initié en chirurgie bariatrique. J'ai dans mon expérience 2 cas de patients qui, pour un retard de 24 heures, ont dû bénéficier, si j'ose dire, d'une résection de grêle étendue plusieurs années après leur bypass. Voilà les commentaires que je voulais faire, Monsieur le Président. Et dans ces commentaires, il y a 2 questions pour lancer le débat. Alors, François Patou. Merci Hubert. Alors François, tu reviens pour répondre avant qu'on lance la discussion. Oui, je ne peux être que d'accord avec ce manque de personnalisation de la chirurgie, et on a tous des anatomies différentes, il n'y a qu'à nous regarder pour savoir qu'on est tous faits différemment. Il est logique qu'on ait donc des opérations un peu différentes. Alors comment faire? Probablement, d'abord il faut continuer la recherche. Moi je prêche beaucoup pour une évaluation beaucoup plus fine de l'absorption intestinale préopératoire, sous forme de repas test qu'on fait régulièrement. Et évidemment, je vois bien que demain, les patients seront évalués de façon beaucoup plus fine sur le plan fonctionnel, que ce soit par des repas tests ou par des caractéristiques biologiques de type génétique, parce que la biologie, c'est de la génétique, avant de choisir l'intervention, et pour chaque intervention, sa magnitude. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais on a encore un peu de travail d'explication de cette efficacité du bypass. Je pense que la malabsorption a été largement sous-estimée et qu'elle est majeure dans ses mécanismes. C'était la première question, mais je n'ai pas entendu la seconde. C'est le problème des complications à long terme. Ah oui, je ne peux être que d'accord. Je ne peux être que d'accord, bien sûr, bien sûr. C'est probablement, tout à l'heure on a dit un petit peu que le bypass était très très modeste comme effet. C'est vrai que le bypass, une de ses épées de Damoclès, c'est la fait de pouvoir avoir à tout moment, 1 an, 7 ans, et on en est les principales victimes, on a ça régulièrement, ou même 12 ans après l'intervention, une complication grave, aiguë, qui, si elle n'est pas prise en charge dans un centre compétent, tu l'as dit, peut être dramatique. Ça reste quand même l'épée de Damoclès du bypass, c'est de laisser les patients éventuellement victimes d'une telle complication. Ce que peut-être la sleeve ne fait pas. Au pire, ils reprennent du poids, ils n'ont pas ce type de complications graves à long terme. Mais bon, l'idéal, c'est quand même de bien s'occuper des patients et d'avoir des suivis qui seront organisés. Tu l'as bien souligné. Très bien. Une question. Jacques Beaulieu, puis Monsieur Chapuis. Alors parlez fort parce que le secrétaire est parti. Merci François, tu as abordé une question très intéressante, celui des stéatohépatites. Et comme tu l'as dit, aux États-Unis, c'est en passe de devenir la première indication, c'est devenu la première indication de transplantation hépatique. En France, ça va le devenir maintenant qu'on va mieux traiter les hépatites C. Alors, une question intéressante, et on peut se la poser au vu de ce que tu nous as montré, de cette réversibilité éventuelle des stéatohépatites. Elle se pose franchement la question, même aux États-Unis à l'heure actuelle, si on combine la transplantation et une éventuelle chirurgie métabolique, enfin de quelque type qu'elle soit, est-ce qu'il faut faire cette intervention? Est-ce que, à ton avis, il faut faire cette intervention bariatrique avant la transplantation, ce qui pose parfois des problèmes, ou après?
Alors l'idéal c'est quand même, parce que là, la greffe hépatique, les patients, on est très souvent maintenant, parce que nos hépatologues sont très stimulés, donc nos RCP sont pleines de ces patients extrêmement difficiles. N'oublions pas la mortalité de la cholécystectomie chez l'insuffisant hépatocellulaire. Le cirrhotique c'est 25%, ça reste encore vrai. Donc c'est une réalité, opérer ces patients nouveaux certes, mais avec d'autres risques. Donc c'est vraiment un chemin étroit. Donc aujourd'hui nous, ce à quoi on est confronté, c'est des patients qui sont donc child A, B parfois. La question, c'est ont-ils des varices œsophagiennes? Il faut les opérer, c'est la seule issue pour eux pour échapper à la greffe hépatique. Ont-ils des varices œsophagiennes? Et s'ils en ont, mesure des pressions portes, tips préalables pour diminuer le risque hémorragique péropératoire et intervention dans un second temps. C'est la stratégie que nous avons maintenant suivie et ça commence à être opérationnel. On fait ça régulièrement, 2 fois cette année, des patients qui auraient été contre-indiqués. Chirurgie bariatrique chez des malades à qui on a mis un tips auparavant. D'accord ? Et ensuite, pour la question avec la greffe, là on est vraiment au front, mais quelques publications sont déjà apparues. Je pense que si on fait l'intervention, qu'on peut la faire avant, c'est mieux. Mais si on en est à la greffe hépatique sur liste, ça veut dire qu'on a de l'acide, ça veut dire qu'on est quand même en grand risque. Et donc là, ça me paraît dangereux. Ce que font certaines équipes, c'est l'opération en même temps. Dans ces cas-là, ils font une sleeve gastrectomie. Mais c'est 3 papiers, c'est même pas 20 patients tous ensemble. Donc je crois que c'est vraiment le front. L'idéal, c'est quand même d'essayer d'opérer les gens avant que la maladie ne les amène sur la liste. Et dans ces cas-là, attention et prudence, parce que c'était des contre-indications absolues il y a 5 ans. Et on en fait une indication, il faut faire attention de ne pas en faire des complications. Yves Chapuis. Ma question s'adresse à Hubert Joannet, qui a évoqué le problème de la dimension, de la longueur de l'anse intestinale utilisée pour le bypass, et les conséquences que pouvait avoir un défaut d'une bonne évaluation de longueur sur le plan métabolique. Alors, moi, je voudrais vous poser la question, quel est le rôle dans toutes ces manipulations chirurgicales du microbiote intestinal ? Je pense que François Patou sera plus à même, mais effectivement, je pense qu'on ne maîtrise pas tout ce qu'on fait. Pour le microbiote, donc, évidemment, ça c'est déjà étudié. Évidemment, l'intervention que vous venez de décrire modifie radicalement le microbiote, donc les bactéries intestinales, dont on sait qu'elles sont associées avec le phénotype métabolique. La question aujourd'hui, et elle est scientifiquement importante, c'est est-ce que c'est une association ou une relation de cause à effet? Il est clair qu'en modifiant à ce point l'anatomie, on n'est pas surpris de voir modifier la bactériologie. Donc pour l'instant, personne ne sait si, chez l'homme en tout cas, ces bactéries sont la cause et que la modification des bactéries est donc un acteur de la modification du phénotype ou simplement il accompagne le changement. Et c'est difficile. Quelques expériences chez l'animal de transplantation de flore. Donc on prend des petites souris opérées du bypass, et donc on prend de la flore de souris opérées du bypass, qu'on transplante chez des animaux obèses et diabétiques et qu'on voit s'améliorer. Donc ça va dans le sens que vous soulevez, c'est-à-dire le microbiote est cause du syndrome métabolique, modifier le microbiote par la chirurgie contribue à améliorer le métabolique. Mais ça reste encore un tout petit peu ténu comme argument, et bien sûr sinon on devine des solutions non chirurgicales, ou par antibiothérapie, par sélection, par transplantation de flore fécale, on pourrait modifier le phénotype des patients. Mais là on est un tout petit peu dans la science, même pas clinique. Très bien, encore une question? Non, mais si c'est terminé, il nous reste à féliciter les 2 intervenants ainsi que l'ensemble des experts qui nous ont permis de mieux comprendre cette nouvelle partie de la chirurgie en développement. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout de cette séance. Je vous rappelle la séance de la semaine prochaine qui va être consacrée au pancréas et modérée par le professeur Arnaud, qui va nous faire l'honneur de venir nous rejoindre. À la semaine prochaine.